Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous ne sommes pas encore nombreux. Je crois qu'il y a juste une dizaine de connectés. Et j'ai attendu 3 minutes comme d'habitude. Vous savez, la règle est de pas beaucoup vous faire attendre avant de lancer les émissions. Contrairement au format qui veut que on attende un peu que vous vous connectiez avant qu'on ne puisse lancer l'émission. Donc là, je teste un peu. Je vais voir si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, vous m'entendez. Apparemment, vous m'entendez. Oui, bonsoir Gisèle. Bonsoir, ça fait longtemps. Bonsoir Sylvie Noël. Voilà. Vous êtes quelques-uns. D'abord, je vais m'excuser auprès de vous. Vous avez remarqué que pendant la semaine, plus d'une semaine, il n'y a pas eu d'activité de notre part. Certains d'entre nous, des personnes qui sont dans le staff de, de, de CCLP Web TV, étaient très très occupés et leur programme était, merci Sylvie Noël, dont on entend ça, était surchargé, notamment Monsieur Enom et Monsieur qui a eu un programme surchargé. Moi, j'ai eu un programme surchargé, mais comme c'est des programmes assez personnels, nous n'en parlons pas très souvent en ligne. Je préfère garder la vie privée pour la vie privée. En tout cas, des perturbations dues à nos vies privées, à nos changements dans nos vies privées, ont fait qu'on n'a pas pu diffuser. On s'en excuse, mais alors auprès de vous, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient l'émission. Voilà, on recommence, on va essayer de tenir le cap, de diffuser toutes les semaines des émissions. Vous avez remarqué que moi-même, j'ai pas pu faire vivement lundi soir, lundi passé. En tout cas, on est très content de vous retrouver. Bonsoir Sylvie Noël. On est d'ailleurs, je dis un bonsoir spécial à Gisèle Fra, qui nous a manqué. Elle aussi qui a eu des empêchements personnels pendant un certain temps. Mais on lui souhaite très bon retour. Donc, très bien. Entre-temps, on a quand même pu trouver l'occasion de pouvoir diffuser aujourd'hui et de pouvoir vous apporter votre programme. C'est-à-dire, vous savez que en général, tous les mercredis soirs, on a rendez-vous avec notre histoire.
Et on est donc dans archives à l'appui. Cette fois-ci, de façon extraordinaire, on a programmé archives à l'appui pour mardi. Comme je vous ai dit, il y a des programmes spécifiques, que ce soit de ma part ou de la part de M. Enom, ce qui nous demande. On a essayé de rattraper le retard de la semaine passée. Et normalement, on pensait que M. Enom n'allait pas être disponible demain. Mais bon, je ne pense pas qu'il pourra refaire une émission demain parce qu'il a aussi un programme surchargé. Enfin, on a quand même voulu assumer et être avec vous ce soir pour la continuation de notre émission. En attendant, faites-nous le plaisir de partager comme d'habitude. Moi, j'ai du mal à partager sur mon smartphone, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, apparemment, ça marche déjà un peu mieux, quoi. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Partager, oui, j'ai partagé à 2, 3 personnes. Voilà. Donc, donc, comme tous les mercredis soirs, et de façon extraordinaire, ce mardi soir, nous avons encore cet increvable monsieur qui a fait le tour de l'histoire du Cameroun, en tout cas l'histoire du Cameroun pendant les indépendances, et qui a l'amabilité de venir avec nous, partager ses connaissances, ce dont nous avons besoin, parce que on ne peut vraiment pas s'assumer en tant que peuple quand on ne connaît pas son histoire. Alors, comme tous les, j'ai failli dire comme tous les mercredis soirs, on n'est pas mercredi soir, on est plutôt mardi soir, on va avoir encore, moi je l'ai déjà en régie, en notre régie informatique, et je vais le mettre à l'antenne. Enfin, l'habitude pour la petite histoire est qu'on dise mettre les informations à l'antenne. Parce que les premiers modes de communication, c'était la télévision hertzienne. Donc, on envoyait les informations à l'antenne. On mettait quelqu'un à l'antenne, donc il passait. Et on a gardé ce mode-là. Maintenant, en réalité, on met quelqu'un sur le câble. Donc, je vais mettre Monsieur Eno. Il est là en régie. Je vais le mettre à l'antenne au moment opportun. En attendant, faites un petit tour de partage. Entre-temps, je vous fais passer un petit jingle. Et puis, on revient avec notre surprise, enfin, notre cadeau surprise, qui n'est plus un cadeau surprise, mais qui reste un cadeau tout à l'heure. Donc, voilà. Bonsoir, monsieur Hinault. Vous êtes à l'antenne. Ok, c'est bon pour moi là? Oui, ça va, mais vous avez un peu d'écho, mais c'est pas grave, je le coupe. Parce que c'est un nouveau réglage. Mais c'est bon, moi je l'entends. Voilà, il est coupé. Voilà, là il n'y a plus d'écho. Bonsoir Monsieur Hainaut, ravi de vous revoir. Ça faisait quelque temps qu'on ne s'est pas revu. Comme je disais, vous avez l'amabilité de venir partager avec nous ces connaissances. Je ne me lasse pas de le dire parce que, et je le dis très très souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles, qui prennent le train en marche, qui n'ont pas été là quand on vous présentait. Il est de bon ton quand on diffuse de toujours présenter, de ne pas céder à la paresse de dire ben, plus besoin de le présenter, vous le connaissez déjà tous. Parce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles, qui viennent d'arriver et qui ne vous connaissent pas et qui ont entendu parler, qui viennent vous découvrir. Encore une fois, nous avons M. Nommé, qui a écrit beaucoup de livres, qui a lu beaucoup d'art. Vous êtes en ligne, hein, vous êtes à l'antenne, qui a lu beaucoup dont on vous voit, qui a lu, en tout cas moi je vous Mais vois moi, sur je mon ne vois pas. moniteur. Oui, mais je vous ai quand même envoyé le lien par Messenger, vous l'avez pas eu? Non, non, Oui, j'ai envoyez envoyé. encore. Attendez, je vais vous envoyer encore le lien par Messenger. Euh, voilà. Normalement, je vous ai envoyé le lien par Messenger. Voilà. J'envoie de nouveau. Là, normalement, vous devez le voir. Vous devez avoir le lien par Messenger. Vous l'avez eu? Je vois le lien, mais moi, je ne me vois pas. Bah, il faut cliquer sur le lien, comme ça, votre Maintenant, moniteur. il est arrivé maintenant. Ah, ok, très bien. Voilà. Donc, Attends, attends. j'étais en train de dire,
que voilà, vous êtes à l'antenne, bon, on conserve le mot à l'antenne, on devrait plutôt dire vous êtes sur le câble parce que nous sommes sur une web TV. Donc vous êtes à l'antenne, bonsoir. Qu'allez-vous nous parler vous allez nous parler du maquis de Djoum, c'est-à-dire que vous avez engagé les 4 maquis principaux qu'il y a eu au Cameroun. On a appris beaucoup de choses, il restait un maquis. Et vous vous êtes dit que c'est de ce maquis-là dont vous voulez nous parler, parce que ça a été annoncé. Donc on sait que ce sera du maquis de Djoum, même si on ne connaît pas le contenu. Je vous laisse la parole. D'accord. Il y a eu 4 maquis au Cameroun. Euh, le premier a été celui de la Sanaka maritime. Le deuxième a été celui de l'Ouest. Le troisième, celui de Mulundu, à l'Est. Mulundu, c'est après à Bomban, tout au bout du Cameroun là-bas. Et le dernier maquis a été celui de Djoum. Je vais donc aujourd'hui clore la série des maquis avec celui de Djoum. Ça va faire donc que les téléspectateurs auront suivi un peu le cheminement des 4 maquis. Mais ces maquis ont vu le jour sur une base électorale. Le premier maquis, celui de la Sananga maritime, démarre, on va dire, sur le contentieux électoral du 23 décembre 56. L'UPC ayant été exclu de ces élections, elle a décidé elle a prôné le boycott actif des élections, le boycott actif. Cela a entraîné, bon, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir là-dessus, cela a entraîné les violences le 23 décembre 56 et donc dimanche 23 décembre 56. Et quelques jours auparavant, il y a eu l'assassinat de 2 candidats à cette élection, à ce scrutin, Pouma et puis Samuel, le docteur Delangue. Ils ont été assassinés. Bon, cela a entraîné le premier maquis, ce qu'on appelle le premier maquis, et on ne va pas revenir longuement là-dessus. Il avait pour raison d'être d'empêcher qu'il y ait les élections du 23 décembre 56 en l'absence de l'UPC. Sans l'UPC, pas d'élection. C'était la raison d'être de ce maquis. Et malheureusement, on peut dire, bon, en tout cas, les élections se sont tenues, malheureusement pour l'UPC, et il était donc question maintenant bon, on va aller rapidement parce qu'on avait déjà développé tout ça, il ne faut pas qu'on reprenne toujours. Le maquis s'est poursuivi pour démontrer à l'opinion internationale, on n'appelait pas ça ainsi à l'époque, mais on va dire au Conseil de tutelle, parce que nous étions un territoire sous tutelle des Nations Unies, le maquis s'est poursuivi pour démontrer aux Nations Unies que les élections du 23 décembre 1956 étaient boudées par la population. Le maquis s'est poursuivi et il s'est enchaîné à partir, on va dire, pratiquement de 57 à l'ouest. Le point culminant a été donc de démontrer à la communauté internationale que les élections du 23 décembre 1956, la population ne les veut pas. Il faut qu'on les reprenne et que l'UPC soit partie prenante dans le scrutin. Pas question de refaire les élections sans l'UPC. Donc, le maquis s'intensifie pour démontrer à la communauté internationale que la population ne veut pas de ces élections, il faut les reprendre. Et je vous l'avais dit la dernière fois, une des dernières fois, il y a donc eu la session spéciale des Nations Unies sur le Cameroun, une assemblée générale de fin février, début mars 1959. Et à l'issue de cette session spéciale pour régler le problème du Cameroun, et à l'issue de cette session, il n'a pas été admis le principe de recommencer les élections. Donc, le maquis a repris de plus belle. C'est là qu'a été créée l'ALNK, Armée de Libération Nationale Camerounaise, au mois de mai 1959.
l'ALNK, à l'Armée de libération nationale camerounaise, est la conséquence de l'insuccès de l'UPC à l'ONU lors de la session spéciale de mars 1959 à l'ONU. Bon, le mot d'ordre cette fois-là a été que les élections, que le 1er janvier 1960, l'indépendance ne soit pas proclamée. Le maquis s'est donc encore enflammé, on va dire comme ça. Il a redoublé d'ampleur. Et là, c'était cette fois-ci maintenant, la Sanaka maritime avait déposé les armes. C'est l'Ouest qui avait maintenant pris on va dire le flambeau. L'Ouest, le littoral, le Vouri, c'est-à-dire Douala. La guerre est repartie de plus belle et au moment, malheureusement, le 1er janvier 1960, l'indépendance a été proclamée. Ça a été on va dire une nouvelle défaite pour l'UPC. Et le maquis, maintenant, a eu pour raison d'être de rendre le Cameroun ingouvernable. C'est le slogan que Moumié et Wandje avaient émis depuis le Caire, à savoir rendre le Cameroun ingouvernable, parce qu'il n'a pas été possible d'organiser des élections avant l'indépendance et auxquelles aurait été associé l'UPC. Donc voilà. Première phase du maquis, c'était la contestation des élections. Cette contestation des élections a commencé donc par le maquis de la Sanaka maritime et s'est enchaînée par le maquis de l'Ouest. On va aller un peu dans les détails. La Sanaka maritime, je vous ai dit, ça a commencé dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956 avec, au lendemain de la création du CNO, Comité national d'organisation, qui était la branche armée de l'UPC. Elle a posé les premiers attentats, elle a fait dérailler le train, elle a coupé les lignes téléphoniques, elle a agressé 2 candidats à ce scrutin qui ont été tués. Le 3e n'a pas été tué, donc les élections n'ont pas eu lieu là. Et le maquis a enchaîné à l'Ouest avec l'affaire de Kandem Ninim Pierre, qui était Kandem Ninim Pierre. On va passer rapidement, c'est les rappels simplement pour ceux qui n'ont pas suivi les autres émissions. Kandem Ninim Pierre était le jeune chef Baham qui, rentrant de France, avait beaucoup de sympathie pour le mouvement nationaliste. Il s'est mis à accueillir dans sa chefferie des personnes recherchées, des UPC recherchés. Il a donc été évidemment identifié par l'administration coloniale qu'il a déposé. Il a déposé, l'a arrêté et a mis à sa place un autre chef, Tegia, je crois que ça devait être Tegia Jean-Pierre ou Jean-Paul, qui était donc nommé chef Baham. Le chef Baham à la place du chef héritier qui était Kandem Niim Pierre. Kandem Niim Pierre, c'était en décembre 56, novembre 56, décembre, janvier, février, on le condamne à Tchang. On le condamne à Tchang et on l'envoie en prison à Yukadouma, à l'est du Cameroun. La société Bamileke a été divisée ici en 2 groupes. Un groupe soutenait Kandem Niim, l'autre soutenait Tegia. Et les 2 groupes, naturellement, ont commencé à recruter, à constituer des bandes armées qui se sont livrées à une guerre interne. Les chefferies ont commencé à être brûlées selon qu'elles étaient d'un camp comme de l'autre. Et c'est là que l'UPC s'est infiltré pour récupérer le mouvement et en le transformant en mouvement pour l'indépendance. Mais au départ, le maquis de l'Ouest n'avait pas pour connotation ou pour résonance l'indépendance. C'était d'abord un conflit entre les chefferies, entre un chef déposé et la population s'est divisée en 2. Un groupe soutenait l'un des chefs, l'autre groupe soutenait l'autre. On ne revient pas longuement là-dessus. Le maquis de l'Ouest, en simple rappel, il y a eu donc, parmi les grands maquisards, il y avait à Bamenjou, on appelait ce qu'on appelait le maquis Bafia. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait maquis Bafia. Je vais chercher, je finirai par savoir. Et celui qui le dirigeait s'appelait Napoléon. Il était assisté d'un certain Harmattan de Mangoué. Ça a été interrompu. Ok, c'est reparti. Et donc, dans le maquis de Bamboutos, les chefs étaient André Congo, celui qui régnait dans la zone de Mbouda, dans les Bamboutos, André Congo. Il avait pour pseudonyme S'en fout la guerre. Ça, c'était André Congo. Et à Bazou, il y avait un autre chef appelé
Château Dynamique, c'était son nom, mais son nom de guerre, mais son vrai nom était Nganje Alia. Nganje, c'était lui qui régnait donc dans la zone de Bazou et jusqu'à Tchang là-bas, c'était lui. À Bafoussam, il y avait Singap Martin et Momopol qui faisaient la loi. Dans le Mungo, il y avait évidemment Tankenwe, Miton David, et lorsque Gouandji est rentré, il s'est installé dans le Mont Coupé. Donc, bon, comment est-ce qu'ils opéraient? On fait juste un rappel, hein, je ne vais plus revenir sur ça. Ils opéraient par des groupes de 50, 100, 200, parfois 400 personnes. Par exemple, lorsqu'ils ont attaqué Bangua, c'était 400 personnes qui ont attaqué Bangua. Il y a eu plus de 60 personnes tuées lors de l'attaque de Bangua. Même chose lorsqu'il y a eu l'attaque de Foreke et de Tchang. Ça a été la même chose. L'attaque de Tchang, de Foreke et de Tchang, ça a été l'œuvre de Château Dynamique. Il y a eu également, dans le groupe, il y avait à peu près 300 à 400 personnes. Là aussi, il y a eu beaucoup de morts. Lorsqu'ils ont attaqué Bafang, la ville de Bafang, ça a été pareil. Lorsqu'ils ont attaqué la chefferie Bazou, ça a été pareil. Le chef Bazou, Kemajou Daniel, a eu la vie sauve. Grâce à la nuit, il s'est sauvé. Mais on a tué deux de ses femmes. Lorsqu'il y a eu l'attaque de Tchang, même en fait, on parle de 600 personnes qui avaient participé à l'attaque de Tchang. Il y avait eu 72 blessés et puis plusieurs morts. Bon, dans l'attaque de Bangua, c'était à peu près 400 personnes. C'est là que le gouvernement camerounais a fait appel au gouvernement français. Vous savez que nous n'avions pas d'armée. Il y a été envoyé un général du nom de Briand, Max Briand. Il revenait d'Indochine et d'Algérie. C'est lui qui a commencé donc à lutter contre les maquis de l'Ouest. Rapidement, en 1960, il a capturé Momopol et Singa Martin, ils ont été exécutés. Peu de temps après, Tankenwe a été capturé en 1963 et il a été exécuté en 1964. Bon, voilà à peu près comment s'est déroulé le maquis de l'Ouest. Il a été terrible. C'était vraiment terrible. On coupait les routes, on coupait les ponts. Les fonctionnaires étaient vraiment les cibles des maquisards. Même les hommes politiques, parce que l'autre a été tué, un député a été tué. Vous avez entendu parler de la mort de ce député. Un député a été assassiné. Wanko Samuel, un de nos premiers ingénieurs, avait été assassiné. C'était quelqu'un de Batoufam. Il avait été assassiné parce qu'il avait participé au scrutin du 23 décembre 1956. Il y avait beaucoup d'intolérance à l'époque. Face donc à ce maquis qui commençait à s'essouffler parce que lorsqu'il est venu, l'armée et tout ça a commencé vraiment à opérer. Donc, les ralliements, je baisse un peu le son. Les ralliements sont devenus nombreux. Les pertes étaient énormes. La bataille était vraiment dure. Vous savez, l'armée française était formée. Elle venait d'Indochine et d'Algérie. Le maquis a commencé à s'essouffler. Le maquis a véritablement commencé à s'essouffler. Il ne prenait pas d'ampleur. Il était cloisonné en pays Bamileke. Il n'était même pas cloisonné à l'ouest, mais en pays Bamileke et dans le Mungo, essentiellement. On ne revient pas sur ça, on en a déjà longuement parlé. Et voilà donc comment germe l'idée de créer un second front pour mettre en difficulté l'impérialisme français. Je vous reprends les termes de l'époque. Voilà, c'était alors la raison d'être du maquis de Mulundu, qui a été donc le deuxième front. Il a été créé par Osenda Fana. On ne revient pas longuement là-dessus. Mais pourquoi est-ce que ça a été là-bas? Parce que à partir de 1962-1963, le gouvernement camerounais est parvenu à retourner tous les gouvernements africains qui soutenaient l'UPC, à savoir l'Égypte. Le président Ijo avait été en Égypte. Il avait rencontré, comment on appelle encore le monsieur là? Oh là, quel trou de mémoire. Nasser, il avait rencontré Nasser, il avait été en Tunisie, il avait été au Maroc, partout, pour couper tous les liens avec l'UPC, entre ces pays et l'UPC, et même un pays comme le Ghana a fini par comprendre qu'il ne gagnait pas grand-chose à soutenir les UPC
il n'était resté qu'un Nkrumah, que Sékou Touré qui les finançait encore. Donc la situation devenait un peu difficile pour l'UPC à l'ouest, dans l'ouest de l'Afrique. Mais voilà que par bonheur pour l'UPC, il y a eu en 63 un coup d'État au Congo-Brazzaville qui a donné naissance à un régime qui se voulait communisant avec Massamba Deba. Ce pays est donc devenu la plaque tournante de la révolution en Afrique, on va dire ça comme ça. Des camps d'entraînement ont été créés pour soutenir le mouvement de libération. Par exemple, les Angolais se formaient là-bas, les Mozambicains, les Guinéens, les Guinéens-Bissau, de Guinée-Bissau étaient formés là-bas, et les UPCistes. Donc, au mois de novembre 1963, sont arrivés les premiers UPCistes qui devaient se former au Congo-Brazzaville pour entrer dans les forêts camerounaises. Ils sont arrivés au nombre de 185. Donc, il y avait 144 combattants et puis 22 agents de liaison, etc., etc. Ils sont arrivés au Congo-Brazzaville. Ils ont été formés militairement là-bas par le gouvernement congolais. Ils avaient le soutien du gouvernement congolais. Ils étaient hébergés, ils étaient financés, ils étaient soignés. Ils étaient vraiment soutenus par le gouvernement congolais. Et à travers le gouvernement congolais, c'était l'Angola et la Russie qui soutenaient le groupe au sein de la FANA. Rapidement, on va passer rapidement puisqu'on en avait déjà parlé. Et ils ont suivi toute une formation pendant toute une année, durant toute l'année 1964, ils ont été formés. Et c'est finalement au mois de septembre 1965 qu'au sein de la FANA pénètre dans les forêts camerounaises et pour relancer son maquis. L'idée était de créer une zone libérée, une zone libre, comme ils appelaient, comme eux-mêmes disaient, à savoir un peu l'expérience chinoise. Mais le maquis, on ne va pas revenir là-dessus. Le maquis n'a pas bien fonctionné et le 15 mars, il avait été rattrapé et exécuté. Mais c'est là donc qu'on arrive à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir le maquis de Djoum. Pourquoi le maquis de Djoum? En fait, le maquis de Djoum, il est la conséquence des enseignements tirés dans le maquis de Mouloundou. Au sein de la FANA et son groupe s'était aperçu que la région était défavorable à un maquis. Les distances étaient trop grandes. C'est une région sous-peuplée. Vous pouvez parcourir 15-20 km pour trouver un village de 4 ou 5 malheureux bonshommes. Donc la mobilisation était pénible là-bas. Les gens ne parlaient même pas français là-bas. Beaucoup de gens parlaient la langue. Comment communiquer avec eux? C'était très difficile de communiquer avec eux. L'armée rôdait l'armée autour au courant qu'il devait pénétrer la région. Donc, ils ont tiré pour... Et il y a eu beaucoup de défections, beaucoup de membres de l'équipe d'Osende ont déserté. Ils désertaient. Ils ne s'imaginaient pas la difficulté que cela consistait d'aller créer un maquis dans la zone de Mouloundou. Mouloundou, c'est après Yokadouma. C'est loin. Et là-bas, c'est une forêt dense, comme on dit. Et ils se sont retrouvés confrontés à de très grandes difficultés. C'était pas facile. D'abord, les déplacements étaient pénibles. Porter les armes sur les épaules, c'était difficile. Il fallait se nourrir, à tel point que Osende a dû replier par 2 fois au Congo pour essayer de se ressourcer. Et on ne revient pas sur ça. Le maquis a tourné Kazakh. Donc, comme enseignement, lorsqu'Osende lui-même mourait, il avait déjà estimé qu'il fallait changer de lieu. Peut-être que s'il n'avait pas été tué, c'est lui-même qui aurait créé le maquis de Djoum. Parce que déjà, il avait tiré pour l'enseignement que Yokadouma, Mouloundou n'était pas un bon endroit. Donc, Osende mort le 15 mars 1966, automatiquement, l'UPC a été vraiment mis en débandade. Le groupe qui était à Brazzaville ne savait plus quoi faire. Bon, il s'était mis un peu à errer comme ça. Mais il fallait poursuivre la lutte. Voilà donc comment Wungle Masaga vient au Congo. Wungle Masaga arrive au Congo
avec 17 membres pour reprendre le flambeau. Il y avait 17 membres, il a commencé à recruter encore tous les Égyptiens qui étaient devenus désespérés là au Congo, qui avaient suivi une formation militaire, qui étaient là, bon, parce que tout le monde n'est pas mort dans le maquis de Mulundu. Non, il y a eu quelques morts, mais pas tout le monde. Bon, beaucoup de ces gens étaient à Brazzaville, étaient là, et Wungli les a regroupés. Ils ont recommencé la formation militaire. Ils ont recommencé. Et très rapidement, il s'est retrouvé à la tête d'à peu près 180 personnes. Wungli a pu regrouper 180 UP6, on va dire 180 guerrilleros, avec lesquels il a décidé de reprendre le flambeau. Ils ont donc, sur les enseignements de l'échec disons, de la déconfiture de Mulundu, ils ont estimé qu'ils pouvaient maintenant pénétrer dans les forêts de Djailobo par Djoum. Voilà donc comment l'idée de pénétrer Djoum est apparue. Et ils ont également, comme enseignement qu'ils avaient tiré du maquis de la débâcle de Mulundu, ils ont d'abord envoyé des éclaireurs. Wungli a d'abord envoyé des éclaireurs qui ont sillonné la zone de Djoum, un peu jusqu'à 100 000 mètres, pour tâter le terrain, pour voir ce qu'il était possible de faire ou pas, comment était la population, les distances à parcourir, toutes ces questions concrètes là, à partir desquelles on lance un maquis ou pas. Bon, il y avait déjà une possibilité de communication beaucoup plus aisée qu'à Mulundu. Oui, ces éclaireurs sont revenus avec beaucoup de renseignements et finalement, le 3 décembre 1967, Wungli assistait, il faut insister sur ça, assistait le Cubain à pénétrer les forêts camerounaises. Ils ont donc pénétré les forêts camerounaises et ils ont eu un grand accrochage avec des gendarmes. Les gendarmes dans le village d'Alati, un village nommé Alati, c'était le grand accrochage entre l'armée de Wungli et la gendarmerie camerounaise. Bon, du côté du Cameroun, le Cameroun soutient que c'était des élèves gendarmes, mais les pertes avaient été très très grandes du côté du Cameroun, de l'armée camerounaise. Wungli, son équipe avait pratiquement décimé le contingent des gendarmes. Il y avait eu près de... Les chiffres officiels du Cameroun parlent de 30 morts, mais moi, je me souviens, nous étions au lycée de Clerc à Yaoundé et on les ramenait la nuit. Et nous étions, parce que le camp des militaires était derrière le lycée de Clerc. Bon, il est toujours là d'ailleurs. Et lorsqu'ils arrivaient, on coupait le courant. Et peu de temps après, nous entendions des pleurs de leur famille derrière nous, au lycée, au grand dortoir. Ils pleuraient, tout ça. En tout cas, l'attaque avait été dure pour l'armée camerounaise, l'armée ou la gendarmerie. Bon, là, le côté du Cameroun, on dit que c'était la gendarmerie, mais le général Semeng était quand même là-bas. Donc, lui, ce n'était pas un gendarme. En tout cas, ça avait été très dur pour l'armée camerounaise. Et le groupe de Wungli a pris la ville de Djoum. Ils ont pris la ville de Djoum. Ils ont hissé le drapeau de l'UPC à Djoum. Ils ont baissé le drapeau, le vert ou jaune. Ils ont pris les voitures de la sous-préfecture, les voitures de la gendarmerie. Ils ont commencé à circuler en ville. Donc, ils avaient réussi, on peut dire qu'ils avaient pris une ville. Ils avaient vraiment pris la ville de Djoum. Et ils régnaient là, ils ont régné là pendant plusieurs jours. Yaoundé a été informé que Djoum est tombé. Djoum est tombé, le sous-préfet était arrêté, les commandants de brigade, tout ça, ils étaient arrêtés. Le vert ou jaune était descendu, c'était le crabe qui flottait à Djoum. Bon, la riposte de l'armée camerounaise, pendant qu'elle se préparait, et parce que c'est là que c'est la caractéristique du maquis de Djoum, c'est que le maquis de Djoum n'a pas été vaincu par l'armée camerounaise. Non, le maquis de Djoum, selon les témoignages que j'ai recueillis de quelques participants à ce maquis, il s'est sabordé. Il s'est sabordé comment? Lorsqu'il pénétrait dans le maquis, les Cubains leur avaient dit, vous ne devez pas partir avec des femmes. Comme vous avez des femmes parmi vous, parce qu'il y avait dans ce maquis,
il y avait l'épouse d'Osende et d'autres femmes. Ils leur ont dit, vous ne devez pas partir avec les femmes au maquis parce que les femmes sont une source de conflit pour les maquisards. Et effectivement, lorsqu'ils ont pris la ville de Djoum, ces histoires de femmes sont devenues très aiguës. Très aiguës, je vais dire ça comme ça. La discorde s'est installée énormément parmi les maquisards de Djoum qui se promenaient à Djoum, ils étaient en territoire compris. Il a donc été décidé de revenir tenir une assemblée générale en dehors de Djoum. Et peut-être, là, je n'ai pas la bonne précision, si c'était au Congo, en tout cas, de se replier, de quitter un peu Djoum, pour d'abord régler ces problèmes internes à l'équipe de l'UPC. C'est pendant ce repli que l'armée camerounaise est arrivée. Elle a évidemment s'est mise à tirer. Il y a eu pas beaucoup de pertes du côté de l'UPC. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Et l'UPC, le maquis s'est sabordé de lui-même. On ne peut pas dire que le maquis de Djoum ait été vaincu par l'armée camerounaise. Non. Si quelqu'un dit ça, il ment. Ce sont plutôt les contradictions internes du maquis le maquis s'est sabordé. Il y avait tellement d'histoires entre eux que, bon, ils ont abandonné leur épopée. Ils ont abandonné leur épopée. Ils n'ont plus continué. Ils n'ont plus continué le maquis. Rentré donc, bon, il y a eu donc, après ce sabordage, du côté du gouvernement, il y a donc eu la répression, ce qui était tout à fait prévisible. Cela n'a rien de surprenant. Il y a eu une grande répression. Maintenant, comment, puisqu'on n'avait pas attrapé les maquisards, l'équipe de Oungli, la répression s'est basée sur qui? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le groupe de Oungli était dans le maquis, le groupe de Oungli, ils avaient de l'argent. Ils ne voulaient pas spolier les populations. Et même c'est à partir de là que le gouvernement a su qu'il y a quelque chose. Comment ils faisaient? Ils vont dans un champ, ils trouvent comment on appelle ça? Ils trouvent un régime de plantain, ils le coupent et ils accrochent un billet de 5000 francs. Ils trouvent des cannes à sucre et du manioc, ils déterrent et ils laissent de l'argent. Donc, l'information a commencé à circuler qu'il y a des curieuses personnes là-bas dans la forêt qui, si vous ont abattu, coupé votre régime de plantain, ils laissent l'argent. Ou alors, s'ils vous rencontrent, ils vous disent, venez nous vendre votre plantain, nous on va acheter. Vous pouvez leur taxer n'importe quel prix, ils achètent. Ça n'a rien à voir avec aller vendre ça à Djoum. Voilà donc comment l'administration camerounaise a été au courant que quelque chose là-bas se passe à Djoum. Et ils se sont mis à avoir dans pratiquement toute la zone des gens qui les ravitaillaient. Parce qu'ils payaient bien. Une femme qui a son sac de bâtons de manioc, qui va vendre aux UP6, elle va être payée cash, peut-être 3 fois plus que si elle partait vendre ça à Djoum. Une femme qui a son sac d'arachide, elle va être payée 3 fois plus. Donc, ça a été, mais malheureusement, la grande erreur qu'ont commis les guerrilleros de Djoum a été qu'ils relevaient les noms. Ils relevaient les noms de toutes les personnes qui leur fournissaient la nourriture. Ils ont relevé les noms. Lorsqu'il y a eu donc cette capitulation, je ne sais pas comment dire, cette implosion de leur maquis, l'armée est tombée sur ces registres. L'armée s'est mise maintenant à ratisser village par village. Elle arrive dans un village. Viens ici. Azili, viens ici. Akumu, viens ici. Tu as livré un sac. Allez, dans le camion. Il part dans l'autre village. Elina, ouais, toi là, viens. Ambondo, ouais, viens. Ton nom est là. Ça a été terrible dans la région de Djoum.
C'est-à-dire que l'armée et l'administration a ratissé, a arrêté plein de personnes, en tout cas les fournisseurs de maquisards, de Djoum, se sont retrouvés tous, peut-être pas tous, mais en tout cas un grand nombre a été arrêté. Et ça a été, on va dire, pratiquement la fin de l'épopée de Djoum, cette répression qui s'est abattue de manière phénoménale dans la région. Donc, le maquis de Djoum, il n'y a pas grand-chose à dire. Il s'est auto-sabordé. Le maquis de Djoum a pris la ville de Djoum, a pris la sous-préfecture, la trésorerie, tout ça, la gendarmerie, ils se sont mis à se promener avec les voitures, la sous-préfecture, la gendarmerie et autres. Ils ont baissé le vert au jaune, ils ont hissé le drapeau du Cameroun, le crabe, ils l'ont hissé. Ils ont occupé Djoum pendant plusieurs jours. Hein. Ça n'était pas un jour, c'était peut-être presque une semaine entière. Ils ont occupé Djoum. Mais ce sont leurs contradictions internes qui ont fait qu'ils se replient pour d'abord les résoudre avant de continuer. Et ils avaient pour mission, entre autres, selon certains témoignages d'anciens de Djoum que j'ai rencontrés, certains me disent que en fait, ils devaient traverser le Cameroun, aller rejoindre Ouandje dans le Mungo. Bon, certains me disent ça, certains me disent non, de toute façon, l'objectif, c'était Yaoundé, ce n'était pas aller rejoindre Ouandje. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de désordre dans le maquis de Djoum, beaucoup de désordre dans le maquis de Djoum, et le maquis n'a pas été vaincu par l'armée camerounaise, mais il s'est plutôt sabordé dû aux contradictions internes. Voilà ce qu'il faut retenir sur le maquis de Djoum. Il n'y a pas eu grand-chose à Djoum. Ça a été une épopée. Il y a eu beaucoup de gendarmes de tués. Du côté de l'UPC, il n'y en a eu pas tellement. Ils avaient été soutenus par les Cubains. Des instructeurs cubains. Je crois même qu'il y avait des Cubains qui avaient combattu à Djoum. Peut-être. Mais en tout cas, ils avaient été soutenus par des instructeurs cubains. Et le maquis a pris fin au début de 1968. C'est pour ça qu'on retient la date de 68 pour le maquis de Djoum. Ça a été le dernier des maquis du Cameroun. Bon, Ouandje a poursuivi jusqu'à son arrestation pendant les grandes vacances de 1970 et il a été exécuté au mois de janvier 1971, comme vous le savez. Voilà, avec le maquis de Djoum, on a bouclé le cycle des maquis du Cameroun, commencé par le maquis de la Sananga maritime, le maquis de l'Ouest, le maquis de Mulundu, le maquis de Djoum. Pour mémoire, l'armée camerounaise qualifie le maquis de Mulundu et le maquis de Djoum de maquis des intellectuels. Pourquoi le maquis des intellectuels? Parce que là, c'était les anciens étudiants en France, les anciens UPCistes en France qui avaient formé ce maquis. Et selon l'armée camerounaise, ce maquis leur avait posé moins de problèmes que le maquis de l'Ouest. Bon, le maquis de l'Ouest a posé le problème parce qu'il y avait un mélange entre les militants politiques et puis les bandes armées qui utilisaient le nom de l'UPC pour commettre des pires crimes. À tel point que Ouandje a dû sortir une circulaire en 1961 que vous qui tuez les gens, brûlez les villages au nom de l'UPC, nous allons être les premiers, même nous les UPCistes, à vous dénoncer. Ce n'est pas ça l'indépendance, ce n'est pas ça que l'UPC veut. Vous commettez des méfaits et vous dites que vous êtes des UPC. Vous n'êtes pas ça, vous ne serez pas des UPC. Donc, l'Ouest a été très compliqué à cause de ces bandes armées qui agissaient en marge de l'UPC, absolument de l'UPC, à la différence de Mulundu et de Djoum, où il n'y a pas eu ce débordement-là, ces groupes incontrôlés. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons fini le cycle des maquis. Nous allons, dans les prochaines émissions, aborder d'autres aspects de l'histoire du Cameroun. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Je ne vais pas inventer ce qui n'a pas été fait. OK, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et s'il y a des questions, j'y réponds rapidement. Et sinon, on se sépare. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est nous qui, en général, vous remercions de votre amabilité. Des questions, il y en a, même comme très très souvent, on vous écoute assez religieusement. Je veux répondre à Monsieur Babichou et Kobo pour lui dire qu'on tient compte du fait que beaucoup de personnes qui viennent à l'émission n'ont pas forcément eu toutes les émissions, dont il y a parfois le besoin de redire des choses qui, pour ceux qui sont là depuis, ont l'impression qu'il y a eu répétition. Donc c'est ça qui justifie très souvent
qu'on se redise les choses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais quand même regarder quand on voit ce résumé qu'on connaît déjà qui nous est offert par Monsieur Hénon. C'est moi, par exemple, Monsieur Wonli Masaga, j'entendais parler tant, mais je ne savais même pas pourquoi on en parlait. Mais c'est un nom qui passait dans mes oreilles. C'est maintenant que c'est clair dans ma tête. Mais j'ai entendu parler de Wonli Masaga, Wonli Masaga. Je comprenais même pas pourquoi on en parle, je savais pas qui il était. Et c'est bien, c'est maintenant que j'apprends qu'en fait, il était dans le maquis à Djoum et que donc c'était des personnes. Je comprends l'origine de leurs influences, mais qu'est-ce qui justifie que ce monsieur, on en a parlé encore après comme un personnage important? Enfin, est-ce qu'il était après le maquis? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai pas compris pourquoi plus tard. Monsieur Hénon, un petit souci de connexion. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi plus tard on en a encore parlé de Wonli Masaga? Le nom est revenu tout le temps. Puisque lorsqu'on a réintroduit le multipartisme au Cameroun, il est rentré et il a créé son parti, le PSP, Parti de la solidarité du peuple. Et bon, il a été aux élections législatives de 92. Oui. Et puis, il a beaucoup participé dans la mobilisation au Cameroun après 92. Évidemment, il avait l'aura d'avoir participé au maquis de Djoum. C'est ce qui a fait qu'il soit beaucoup plus connu que bien d'autres. C'est comme ça que moi, je peux expliquer ça. Bah oui, parce que moi je ne le connaissais pas, hein, mais c'est un nom que j'ai entendu. D'ailleurs, j'ai pensé pendant longtemps qu'il était un homme politique célèbre au Cameroun. Bon, quand j'entendais Wonli Masaga. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas eu. Comment ça se fait que par rapport aux autres, il y a eu des représailles? Par exemple, euh, André-Marie Mbida qui ne faisait pas partie du maquis d'ailleurs, on prétend qu'il, je dis bien, je suis dans les hypothèses là, qu'il aurait été emprisonné par Non, Ijo. non. Le Mbida était en prison en 1962 avec 4 députés, avec 3 autres députés. Oui. C'était l'époque où le président Aïdjo voulait imposer le parti unique. Oui. Donc, on va aller rapidement. En 1962, le président Aïdjo avait sorti sa fameuse ordonnance portant répression de la subversion, qui interdisait donc que l'on contredise le gouvernement, etc. Et il a sorti au mois de mars. Et il était en plein dans son projet de parti unique. Alors, Mbida, Yidi Bébé, docteur Yidi Bébé, le frère aîné de Francis Bébé, Okala Charles et Maï Matip ont publié un document commun qu'ils appelaient Front Uni, Front National Uni, quelque chose comme ça, dans lequel ils donnaient leur position sur le parti unique. Ils disaient non, il n'y a pas de raison que nous passions au parti unique. Et ils l'ont publié au mois de juin. Et je crois le 30 juin, ils ont été arrêtés sous le coup de cette loi-là, sous le coup de l'ordonnance de 62. Oui. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison. Et donc, ils sont sortis en 65. Oui. En 60, quand ils sont sortis, Yidi Bébé était déjà très malade. Yidi Bébé est mort peu de temps après, je crois en 66. Ils avaient été qui à Yoko, qui à Murundu, qui à Ngaoundéré. Je crois que était en Ngaoundéré. Il y avait aussi un qui devait être à Tchouliré. En tout cas, on les avait éparpillés. Donc, c'est ça qui avait fait la prison qui avait causé la prison à Anguilla. Donc, le Front Uni qu'ils avaient créé en 62 pour dire au président Aïdjo que non, il n'y a pas de raison valable pour que nous passions au parti unique. Nous pouvons maintenir le multipartisme. Pourquoi voulez-vous absolument que nous en arrivions à un parti unique au Cameroun? Donc, c'est ça qui a été la cause de l'emprisonnement de Mbida, Okala, Yidi Bébé et Maï Matip. Merci beaucoup. Mbida est sorti aveugle. Oui. Aveugle de la prison. Et il est mort aveugle. Et, bon, Maï Matip s'en est bien tiré. Okala aussi s'en est bien tiré. Okala a été nommé après ambassadeur itinérant. Il a été nommé ambassadeur itinérant. Lui, je l'ai connu parce qu'il avait épousé une cousine à ma mère. Il habitait Bastos, là, près de la boulangerie du quartier Bastos. Je l'ai connu. Et Maï Matip, lui, il est devenu membre de l'UNC. Il a été vice-président de l'Assemblée. Bon, on connaît
comment il a terminé. Donc, voilà ce qui s'est passé. Bah oui, c'est très très bien parce que moi je comprenais pas cette histoire de Mbida en prison jamais. Et puis bon, la rumeur disait que Haïdou le torturait, on le mettait sous des lumières 24/24 et c'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Je sais pas si c'est vrai non plus, mais c'est un peu plus clair dans nos esprits. Bon, ce que je peux dire, c'est que au départ, Mbida était myope. Vous savez, Mbida était myope. Mhm, Et moi, quand j'ai été arrêté, on m'a mis pendant 30 jours dans le noir mhm, total. Ce qui fait que quand je suis sorti, parce qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont expédié à Bertouer. Ils m'ont mis 30 jours dans le noir là-bas. Lorsque Mbongo a décidé qu'on me ramène à Yaoundé, c'est là que j'ai retrouvé la lumière. Arrivé à la prison centrale de Yaoundé, j'ai été voir un ophtalmologue. Ma vue s'était dégradée. C'était vraiment dégradé à cause des 30 jours que Mbongo m'a infligé dans le noir à Bertoué. J'étais dans le noir total. Bon, si en 2011, on pouvait maintenir quelqu'un 30 jours dans le noir, imaginez-vous en 1962. Vous comprenez? Donc, effectivement, c'était en prison, face à la maltraitance qu'un Bila a subi. Je suis sûr qu'on l'a mis aussi dans le noir, qu'il est, sorti, il est tombé avec. Moi, ma vue s'est beaucoup dégradée à Bertoué. Ça, je vous le dis, que Mbongo a détruit ma vie, ma vue. Il m'a maintenu dans le noir. Il y avait lui, Mbongo, le commandant de légion s'appelait Oumarou Ngalibou. Les deux là ont failli me rendre aveugle. Je vous dis, quand je suis sorti du noir à Bertoua, j'avais des problèmes de. La lumière me brûlait les yeux. J'ai passé 30 jours dans le noir total. Donc, j'imagine qu'un Bida, on a dû le maintenir peut-être 6 mois dans le noir. Et ça a détruit sa vie, sa vue. Lorsqu'il est sorti, il est devenu aveugle. Bon. Moi, je n'ai pas fait de médecine, mais je crois que c'est ce qui lui est arrivé. La prison, c'est sûr qu'on l'a maintenu dans le noir. C'est comme ça qu'un Bida est sorti aveugle. Et il est mort aveugle. Vous savez qu'un Bida est mort aveugle. Mm. Merci beaucoup. C'est vraiment, on en apprend, surtout quand vous nous apprenez que vous-même vous avez été en prison, mais ce n'est pas une prison de cette époque-là, qui n'est d'ailleurs pas une époque si lointaine. Vous nous parlez de l'époque de ce Mbongo qui est, je vous cite d'ailleurs, enfin je vous cite pas, il est en prison, c'est un fait, et qui aurait donné des ordres de pouvoir mettre en prison. C'est quand même ahurissant. Enfin, c'est pas, je ne fais pas le procès de Mbongo, mais bon, j'en ai été victime aussi. Et il sait, je n'aime pas en parler. Je ne veux même pas en parler. Parce que quand on voit le nombre de victimes que c'est, moi j'ai pas été en prison, mais il sait pourquoi, il me connaît. Il sait pourquoi je peux dire que j'en ai été victime. Il a essayé de me détruire, mais ma vie pour d'autres raisons. Enfin, on passe. Ce sera des choses privées, c'est pas des règlements de compte. Je crois d'ailleurs qu'il est bien où il est actuellement. Enfin, on ne sait jamais. La vie peut faire qu'il ressorte et qu'il. Mais enfin, c'est ahurissant le degré de violence que certaines personnes peuvent avoir quand ces personnes sont au pouvoir. Si, ah, moi, ça me laisse pantois. Pantois. Très bien. Donc, c'était ça que je voulais dire au niveau de ce maquis de Mbida, parce que je ne comprenais pas très bien son histoire, et je suis sûr qu'en posant mes questions, beaucoup de gens, oui, oui, comme Bombo dit, beaucoup de gens, en fait, je pose des questions aussi pour moi, et j'imagine pour tout le monde qui nous suit, parce que pour la majorité des Camerounais, ce sont des faits vagues. On a appris que tel était en prison. On a appris que. Et là, vous nous donnez l'occasion de faire beaucoup de, beaucoup de, beaucoup Oui, de. parce qu'en 62, là, en 62, ça a été une année charnière pour la démocratie au Cameroun. Déjà, vous savez qu'il y a eu cette histoire du train de la mort. On avait enfermé dans les wagons à Douala des contestataires, on devait les transférer à Yaoundé. Mais on a soudé les wagons. Lorsqu'on est venu ouvrir les wagons à Yaoundé, une bonne partie avait décédé. Bon, il y a d'abord eu ça, c'était tout au début de février 1962. Et donc, après le wagon de la mort, il y a donc eu aussi, quelques jours après d'ailleurs, il y a eu le congrès de l'UPC, parce que l'UPC était divisé en deux maintenant, il y avait ce qu'on appelait l'UPC légal. Il faut vérifier, est-ce qu'il y a l'écho? S'il y a l'écho, que je baisse mon micro. Est-ce Normalement, qu'il il y n'y a a pas l'écho? l'écho, je l'ai coupé. OK. Il y avait ce qu'on appelait l'UPC légal et l'UPC Soumaki.
on peut même dire qu'il y avait une troisième UPC, bon, puisqu'il y avait l'UPC en exil. Bon, l'UPC sous Macky, l'UPC légal a été, il y avait parmi les noms de l'époque, les deux grands noms, c'était Mahi Matip Théodore et puis Emmaoutou. Emmaoutou, le frère d'Emma Basile, qui était maire de Yaoundé. Ils ont donc obtenu que l'on tienne un congrès de l'UPC au cinéma Les Portiques à Yaoundé au mois de février 1962. Le cinéma Les Portiques, c'est là où c'est le local de Tiger Arcade à l'avenue Kennedy là, à Yaoundé actuellement, en face du centre culturel français. C'était ça le cinéma Les Portiques. Donc, le président Aïdjo a accepté que l'UPC légal tienne son congrès. Et au cours de ce congrès, il était question que l'on élise un nouveau secrétaire général et puis que l'on débatte de la mort de Oumnioré. Bon, vous savez que Mahi Matip était déjà député. Mahi Matip avait été élu député déjà en 1959 aux élections partielles en Sandaga-Maritime et il avait été réélu député le Assemblée législative du Cameroun indépendant. Donc Mahi Matip avait été réélu le 10 avril 1960. En conséquence, ils ont donc organisé ce congrès extraordinaire, ce congrès de l'UPC, et il était question donc de décider d'une nouvelle direction de l'UPC. Bon. Le congrès commence normalement, et puis subitement, le premier jour, il n'y a pas de problème. Le deuxième jour, le jour où on devait aborder maintenant la question disloquer le congrès. Elle est venue disloquer le congrès vers midi. Vers midi, elle est venue disloquer le congrès. Voilà comment est-ce que le congrès a pris fin. Le congrès n'a plus... Donc, la gendarmerie a ramassé les gens. Bon, on ne les avait pas arrêtés, mais la gendarmerie est venue, elle a dit, il n'y a plus de congrès, le congrès est fini. Donc ça, c'était le deuxième élément de 1962. Et c'est au mois de mars, à l'issue de ce congrès, que le président Aïdjo sort son fameux, ce qu'on appelle ça, sa fameuse ordonnance portant répression de la subversion. Et à partir de laquelle, donc, l'autre a été arrêté. Bon, les 4 députés ont été arrêtés, comme je viens d'en parler. Ils ont été arrêtés et bon, on en a déjà parlé, ils sont allés en prison, Kiamantoum, Kiayoko et autres. Et donc, l'année 62, lorsqu'on a arrêté les 4 députés, je vous passe les arrestations des journalistes, je vous passe les syndicalistes, etc., etc. Bon, je vous passe tout cela. Mais lorsque les 4 députés ont été arrêtés, vraiment, la classe politique camerounaise a compris que la politique était devenue dangereuse. Plein de gens se sont retirés. Ce qui fait que lorsque le président Aïdjo vient décréter, déjà même aux élections de 64, aux élections du 24 avril 1964, avec aux élections législatives de 64, parce qu'aux élections de 64, il y a eu, bon, vous savez que nous étions une république fédérale, donc il y avait les députés fédéraux et les députés fédérés. Donc les élections de 64, là, c'était pour les députés fédérés. On les appelait les représentants. Les représentants, je ne sais pas pourquoi on a pris ce nom, mais on les appelait les représentants. Et à ces élections-là, ce scrutin-là, le PDC, le Parti des démocrates camerounais, d'Mbida, avait présenté des listes conduites par Mme Mbida. Ça devait être Marguerite Mbida. Et le PDC avait gagné dans l'actuel centre, dans l'actuelle région du centre. Le PDC avait gagné. Et on avait suspendu le décompte des résultats pour proclamer après que c'est lui qui a gagné. Bon. Et la répression avait été terrible dans l'actuel Lekié, l'actuel Nyon et So, parce que c'était les fiefs du PDC. Le Nyon et Fou, donc à Konlinga, jusqu'à Bomban là-bas, la répression on a arrêté les gens, on a rempli Mantoum, Yoko, l'autre là, Gaoundéré, Toléré, du PDC, c'est-à-dire que les élections de 64 ont vidé le pays,
des militants de l'UPC. Donc, ça a été les élections de 64. C'est là alors que les Camerounais ont compris que la politique est dangereuse dans ces pays. Le scrutin, moi je me souviens, en 1964, on venait d'arriver à Yaoundé et nous habitions Coron, la maison qui est en face de. Maintenant, c'est la maison du Trésor, c'est la maison du Trésor, là où on prend les motos pour aller à l'université catholique. C'est notre maison là, c'est là qu'on habitait. Et je me rappelle que pas loin de chez Salé. Voilà, un peu avant, à Salé était plus loin, là, la maison là où on prend les motos pour descendre et monter, dans la maison qui est en face là, c'était notre maison. Là où c'est le Trésor. Je suppose que vous devez connaître, je vais peut-être pas le droit de donner son nom, Monsieur Ossono, qui était aussi un politicien, qui était voisin d'Assalé. Enfin, c'est une parenthèse. On va en parler après. Donc, je me rappelle tout gauche, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire en Vombi, mais j'ai assisté à une bagarre terrible entre les gens du coq, parce que le PDC, on l'appelait le coq, son symbole c'était le coq, et le lion. Le lion, c'était l'UC Gaïdo. Le coq, c'était le PDC de Vida. Là où il y a la pompe essence d'un Vombi, là, mais il y a eu une bagarre. Moi, je regardais ça étant de l'autre côté du cinéma La Meufou. Le cinéma La Meufou, c'est là où la poissonnerie maintenant en Vombi. C'était le cinéma de la Meufou. Et c'est là que j'avais suivi cette bagarre, une bagarre politique, c'était entre le coq et le lion, ça avait été une bagarre terrible. Et il y avait le commissaire de police, juste là où on vend les livres, là au poteau, là maintenant, en Vombi. Donc, c'est les policiers, là, ils n'étaient pas nombreux, ils n'arrivaient pas à séparer la bagarre, parce que la bagarre, il y avait au moins 50 personnes qui bagarraient, les policiers, ils combien, peut-être 4 ou 5. Il a fallu que le renfort vienne du commissaire central. Le commissaire central à l'époque était là où est le Premier ministre maintenant. Ce sont eux qui sont venus séparer et arrêter ces gens-là. Mais ça avait été une bagarre terrible entre le coq et le lion. Moi, je m'en souviens très bien. Donc, mais à cette élection, ça a été vraiment la fin de la démocratie au Cameroun. Donc, lorsque le président Aïdjo vient décider que le 1er septembre 1966, on passe au parti unique, bon, c'était déjà un parti unique de fait, hein. Les élections de 64, là, ont été la fin. Ça, c'est des chapitres que les Camerounais devraient connaître. Comment est-ce qu'on est passé du multipartisme au parti unique au Cameroun? Ça a été une période de violence que les gens n'imaginent pas. C'était très violent, cette période-là. Très, très violent. Il y a des choses terribles aux archives que vous allez découvrir. En tout cas, les Camerounais n'ont pas accepté le parti unique, c'est ce que je peux vous dire. Les Camerounais ne l'ont pas du tout accepté. Ça a été vraiment un acte de violence pour que nous en arrivions au parti unique. Donc le cycle de 62 à 64, les 2 années-là ont été terribles pour la démocratie au Cameroun. Terribles. C'est là que le régime de terreur s'est installé au Cameroun, du président Aïdjo. Ça a été vraiment un régime de terreur, les 2 années-là. Là, les Camerounais ont compris que ce monsieur ne rigole pas et ils sont tous rentrés sous les lits. Et il a régné, comme vous le savez, jusqu'en 1982, dans une terreur terrible. Terrible. Vous souvenez-vous que lorsqu'il dit qu'il démissionne, il y a une de ces vidé en 30 minutes. Les gens disaient, mais c'est un piège que c'est-il nous tend. Comment il dit qu'il démissionne? Bon, vous vous en souvenez? Il y a une de ces vidé. C'était un régime de terreur à l'époque. C'était vraiment terrible à l'époque. Terrible. Nous qui habitions dans la maison dont je vous parle là, mais combien de fois la gendarmerie sautait le mur pour fouiller tout, on fouillait toutes les maisons de la poste centrale à l'ancien aéroport. On nous a fouillés comme ça, je ne sais pas combien de fois. C'était dur, cette période-là. C'était vraiment très dur. Vraiment, vraiment, vraiment très dur. Moi, je rigole aujourd'hui quand les gens disent qu'aujourd'hui, il y a la dictature. Je dis, bon, les petits-enfants ne savent pas ce qu'il y avait au Cameroun. Ils ne savent pas. Bon, je les laisse parler. Ils ne savent pas ce qu'il y avait au Cameroun. Quand ils disent aujourd'hui qu'il y a la dictature, je dis, mais vraiment, en tout cas, vous êtes des gosses, c'est tout. Ce qu'il y avait avant. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à l'arrestation de Mbida de cette époque, l'atmosphère de l'époque. C'était très dur, c'était vraiment une époque difficile. D'ailleurs, je crois même que par bon sens, il fallait laisser la politique. Oui, à l'époque, il fallait mieux laisser ça. C'était trop dangereux. Il fallait laisser. Oh, mais j'en sais quelque chose. Non, il fallait laisser. C'était trop. Il fallait laisser. Vous m'avez presque enlevé les mots à la bouche, parce que quand vous avez dit là que quand certains parlent de dictature au Cameroun, il faut n'avoir pas connu l'époque d'Aïdjo pour c'est les petits-enfants, ils savent plus dire quoi. Pour parler de dictature au Cameroun, il faut n'avoir pas connu Aïdjo. Même si il y a quand même des virements
des derniers, comme les Mbongo, ces derniers hommes d'État qui sont devenus d'un machiavélisme qu'on ne soupçonnait pas. Et on avait connu ça qu'à l'époque d'Aïdjo. Bah, et ça venait du haut de l'État. Et ça, c'était une première remarque que j'ai faite. La deuxième remarque, la deuxième information capitale que vous avez donnée, c'est que la région Eton a été vidée. Ah, le scrutin de 64, mais c'était terrible. On a vidé la Lekie, l'actuelle Lekie. On a vidé l'Union ESSO. Écoutez bien, l'Union Efumu, la Konlingala, c'était le secteur de l'UPC, la Konlinga, jusqu'à Bomban. Ça, c'était les fiefs de l'UPC. Les arrestations qu'il y a eu dans cette. Ah, mais est-ce qu'on parle des élections de 64 comme ça, là? Ça a été les élections même, c'est pas tellement. Mais l'après-élection, les rafles qu'il y avait, si on vous arrêtait après ces élections, sans la carte du parti, vous alliez regretter d'être né. Valait mieux ne pas avoir la carte d'identité. Valait mieux ne pas avoir les impôts que de ne pas avoir la carte du parti, la carte de l'UC. Vous n'aviez pas la carte de l'UC dans un contrôle de police. Mon Dieu. Ah, En effet, c'était quelque chose de terrible. et il y a des mots qui reviennent dans ma tête d'enfant quand vous avez d'abord le mot rafle et le mot Oui, mais les rafles, ce sont les choses qui ont cessé aujourd'hui. On vient, on boucle tout un quartier à partir on fout de. toutes les... Ils venaient parfois à 1 h du matin. Plus personne ne sort du quartier. À partir de 5 h, ils commencent à vous sortir de vos maisons. Ils vous font asseoir sur la chaussée, là, par terre. Tant pis s'il a plu. Après, on vous transporte au commissariat de police, au commissariat central. C'est là-bas qu'on va vérifier vos identités. Vous avez la carte d'identité, vous ne l'avez pas. C'est au commissariat que vous allez nous dire qui vous êtes. C'était une période terrible. C'était vraiment une période terrible. Bon, c'était bon. Ça a été dur, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça a été vraiment, vraiment dur pour les Camerounais. Ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur. Même les élèves, il y a des scènes que je ne vois plus aujourd'hui. Les policiers battaient les gens dans la rue. Ce sont des choses qui ont disparu aujourd'hui. C'était, quand il y a eu l'affaire des hippies, la police, donc nous on voulait imiter les Américains, on avait beaucoup de cheveux, tout ça, les pantalons. Mais la police se promenait dans Yaoundé, elle avait des ciseaux, elle nous déchirait les vêtements. Si on vous voyait avec une casquette comme chez Guevara, on vous battait. C'était quelque chose de terrible, cette période-là. C'était vraiment, vraiment. Quand j'entends aujourd'hui les gens parler de dictature aujourd'hui, bon, moi, je préfère rigoler, je dis, ouais, ces petits-enfants ne savent pas de quoi ils parlent. C'est quoi la vie au Cameroun? Mais c'est bien déjà que les gens en parlent, parce que ceux qui parlent de dictature ne savent pas. C'est en ça que les émissions dans lesquelles vous participez sont majeures. Parce que vous pouvez pas, quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous parlez en l'air. Moi, je me souviens petit, les mots comme rafle, j'étais gamin, j'entendais ça. Les mots comme, il y avait là les rafles, justement, qu'on bouclait les quartiers entiers et qu'on mettait tout le monde dehors. Je ne parle pas alors de la police au Cameroun qui était un outil de brutalisation des peuples. La police servait qu'à brutaliser les peuples. Ça me révoltait tout le temps. Et moi, j'ai toujours été un... C'est peut-être pour ça que je suis devenu biaïste, à tort ou à raison. J'étais tellement un anti-Aïdjo. Et moi, j'étais beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que, bon, ces trucs-là, dans les années... je me souviens, j'étais gamin. Quand je dis gamin, c'est à Yaoundé. Mais tu as 3 ans, j'ai 3 ans, 4 ans. J'entends parler du mot subversif. Quand on dit que vous êtes subversif, c'est suffisant pour que vous puissiez disparaître. Et là, vous avez rappelé quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu une ordonnance d'Aïdjo Oui, contre la c'est l'ordonnance, elle a été signée. Elle a été signée au mois de mars 1962. Je l'ai dans mes documents là. Je l'ai. Qui porte répression de la subversion. Oui. C'était un texte légal. Une ordonnance, pourquoi? Parce qu'une ordonnance, c'est un acte pris par l'exécutif qui a force de loi. C'est-à-dire, c'est une loi, mais que prend l'exécutif. Donc, elle n'est pas discutée par les députés. C'est ça qu'on appelle une ordonnance. Donc, c'est un acte de l'exécutif qui a force de loi. Donc, l'ordonnance de 62, elle a été abolie en 1990. Elle a été abolie en 1990, lorsque les lois sur la démocratie sont arrivées. C'est là qu'on a aboli l'ordonnance de 62. C'est là aussi qu'on a aboli le visa de sortie, parce que pour sortir du Cameroun, il fallait un visa de sortie. Vous savez cela? En effet. Oui, c'est-à-dire que le Cameroun était une vaste prison dont le gouvernement détenait la clé.
Mais Si même le, jusqu'en si en le, 1987-88, il fallait encore le visa de sortie, je pense bien. Oui, on a aboli ça en 90. En Ah, décembre exactement. 90, c'est Parce là que je qu'on me a, souviens que qu'on a aboli quand j'ai eu une bourse, le je suis visa. allé chercher un visa de sortie. Je m'en souviens, merci Oui, beaucoup. oui. Et si vous vous retrouvez au Cameroun et dans votre passeport, il n'y a pas le visa de sortie et que vous reveniez de l'étranger, vous alliez, c'était une cause, c'était un délit. Vous étiez passible de prison parce que ça voulait dire que vous êtes sorti clandestinement du Cameroun. Il fallait, quand vous partiez demander un visa de sortie, on vérifiait d'abord le visa de sortie de la dernière fois. Comment vous êtes sorti, comment vous êtes rentré. C'était terrible à l'époque. C'est des choses qu'aujourd'hui, bon, tant mieux comme ça a pris fin, mais c'était terrible. Cette histoire de visa de sortie, mais d'ailleurs, il y avait le visa de sortie, il y avait le passeport. Est-ce que avoir le passeport était facile au Cameroun? C'est le, le visa n'était rien à l'époque. C'est le passeport qui était difficile pour avoir le passeport au Cameroun. Oh, c'était quelque chose. C'est M. Namba qui est venu démocratiser le passeport. Et c'est ça qui a coûté son poste. Quand il s'est rendu compte qu'il est en train de délivrer les passeports à tour de bras, et il s'est fâché, il l'a viré. Que comment? Je te nomme délégué à la sécurité nationale, toi tu te mets à délivrer les passeports comme ça, là. Allez, sors. C'est ça qui a fait que Kaïs le vire. C'est cette affaire de passeport. Il y avait le passeport, comment d'abord l'obtenir? Il y avait la caution de rapatriement. Il fallait payer ça. C'est-à-dire qu'on payait à l'époque la caution de rapatriement. C'est-à-dire que si vous mourrez à l'étranger, on se sert de cette caution pour ramener votre corps. Mais la caution à l'époque, c'était élevé. Je crois que c'était de 2 ou 3 millions de francs CFA. 2 ou 3 millions de francs CFA à l'époque. Je voudrais vous donner un ordre d'idée. Quand on dit ça aujourd'hui, c'est rien. Mais je vous donne un ordre d'idée. Mon père avait acheté une 504 en 1900, au mois d'octobre 1974. Elle avait coûté 1 900 000 neuf. Donc, ça veut donc dire que la 504 aujourd'hui devrait coûter dans les 30 millions. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez l'équivalent? Parce que la 508 aujourd'hui, de Peugeot, c'est l'équivalent de la 504 de l'époque. Donc, donc, si on vous demandait de payer une caution de 2 millions, c'est comme si on vous demandait aujourd'hui de payer une caution de 30 millions. Ouais. Je dois vous rappeler que mon billet d'avion Yaoundé-Paris-Yaoundé, après mon bac, en 1975, n'avait coûté que 80 000 francs. Vous voyez? Or, aujourd'hui, Yaoundé-Paris, vous voyez combien ça coûte. Ben, je leur C'est, expliquerai tout ça dans Vivement lundi soir. Ben, je leur ai déjà expliqué ça à la famille, ce que c'est qu'une inflation et pourquoi on a peut avoir l'impression que les choses, les prix augmentent. Mais ce sera, je leur expliquerai beaucoup plus clairement que ça. C'est très très bien, vraiment, merci beaucoup pour ce moment de l'histoire de Jum qui nous a permis de rentrer et de comprendre, mais vraiment comprendre d'autres choses, tout ce qui est périphérique à tout ça, et qu'on ne comprend pas toujours. Enfin, en plus, vous avez expliqué aux gens ce que c'est qu'une ordonnance. Pour rappel, quand Macron, l'actuel président de la France, prend le pouvoir, comme il n'avait pas de parti, il n'avait donc pas de majorité parlementaire, il a dit qu'il pouvait gouverner avec les ordonnances. Cette émission-ci, on a aussi appris ce que c'est qu'une ordonnance. Monsieur Enom, monsieur vient de l'expliquer. Ça fait aussi partie des choses qu'on apprend quand on assiste à ce genre d'émission, apprendre ce que c'est que la politique et tout ça. Enfin, moi, je suis vraiment, je veux dire que c'est comme je vous avais dit, à chaque émission, beaucoup de choses deviennent claires dans ma tête. C'est-à-dire les mots qui sonnaient, les mots que j'entendais deviennent un peu plus clairs. D'ailleurs, j'espère que c'est le cas pour la majorité des personnes qui sont là. Pour l'émission prochaine, avez-vous déjà une petite idée de ce dont vous allez nous parler? Même si je sais que vous allez être légèrement absent. pas vraiment, mais je vais y réfléchir. OK? Ok. Pas vraiment. Bon, ce sera forcément intéressant. On va trouver un bon thème. C'est pas ça qui manque. Ça aurait permis en OK? tout cas de pouvoir introduire et donner de l'appétit aux gens pour la prochaine fois. En tout cas, ben, je vous remercie d'avoir été autant nombreux à l'émission. On a passé une très très jolie soirée, ça fait plus d'une heure et demie. Moi, j'aurais pu poser encore beaucoup plus de questions, mais je laisse Monsieur Eno qui est en plein bouleversement dans sa vie au privé actuellement. On va pas le retenir beaucoup plus longtemps que ça. On va donc vous dire bonsoir et on ne peut pas encore vous dire si ce sera, je pense que mercredi prochain, c'est-à-dire demain, il ne sera pas disponible.
On va voir, on va voir. Voilà, en OK? tout cas, si vous êtes disponible demain, on refait pour récupérer le retard qu'on a eu. Vous savez que nous sommes vos infatigables fans. Voilà. Donc, je vais dire très bonne soirée à tout le monde. Je vous laisse le mot de Merci. la fin comme d'habitude. Et à vous la parole. À vous le mot de la fin. Non, moi je continue à dire la même chose. Il faut vous intéresser à votre passé. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui disent des bêtises aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas comment c'était hier. Moi, je suis fatigué de tous ces gens qui viennent vous dire, il fait le direct, il commence à dire partagez, 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 et puis il se met à dire des tas de sottises parce qu'il ne sait pas. Il faut prendre la peine de s'informer. Il y a si beaucoup de gens s'étaient intéressés un peu à notre passé immédiat. Je ne leur demande pas de remonter à l'époque préhistorique, mais savoir un peu ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'après 1960. Il y a beaucoup de bêtises que les gens racontent aujourd'hui qui ne diraient pas. Les émissions dans les télévisions, quand même, les gens viennent, ils ont des titres impressionnants, mais ils disent des tas de bêtises, des sottises. C'est vraiment désolant. Moi, il y a plein de gens, je l'écoute 5 minutes et puis moi, je le zappe, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit comme sottise? Mais l'ennui, c'est que ces conneries qu'il raconte se transforment en vérité. Les gens se mettent à croire que c'est ça, c'est ça. Quelqu'un, un inculte, il vient, il dit, il vomit des choses comme ça, là, et ça devient la vérité. C'est vraiment dommage. Donc, moi, je dis aux Camerounais, informez-vous, essayez de savoir comment votre pays a évolué. Ça vous éviterait tout ce que j'entends là tous les jours. En tout cas, moi, j'essaye de donner ce que je peux. J'allais oublier, j'ai reçu aujourd'hui quelques-uns de mes livres. Ça, c'est un roman que j'ai écrit, que, bon, Je vois il est, parfaitement, je parviens à lire, dont tout le monde parvient à lire. Je ne sais pas si tout le monde parvient à ouais, lire. Et non, mais monsieur, journal d'un migrant africain. Donc, oui, oui, je raconte un peu. C'est une enquête que j'ai menée sur comment les gens vivent, traversent le désert, tout ça. Il y a ça, bon, ça, je l'ai déjà présenté plus d'une fois. ouais. Ça, c'est un livre d'histoire sur la période allemande. Mhm. Oui, vous êtes OK. l'auteur aussi, oui. Oui, oui. Bon. Okay. Ça, c'est un roman que j'ai sorti il n'y a pas. Ouais. Ça, c'est une jeune fille qui est mariée à un Français. Elle est venue en vacances au Cameroun. C'est comment les benguistes sont accueillis chez nous, quoi. C'est un peu ça. C'est un roman. Bon, j'en ai pas beaucoup là. J'ai quelques-uns seulement de mes bouquins. N'oubliez jamais de OK. dire, parce que vous n'êtes pas un commercial dans l'âme, mais n'oubliez jamais de dire comment on peut se les procurer quand quelqu'un est en France, par On peut se exemple. les procurer chez Amazon. Chez Amazon, vous tapez mon nom sur Amazon, énorme, et tous mes livres vont sortir sur Ah, ok. Amazon. www.amazon.fr, c'est-à-dire .france, ou UK pour l'Angleterre ou Canada, etc. Et mes livres vont sortir, là, vous pourrez choisir ce qui vous plaise. OK? Merci beaucoup encore une fois. Bonne soirée. Si demain il y a moyen, on sera peut-être là. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui disent encore, encore. J'ai vu monsieur qui a dit là, encore, nous voulons demain, tête couronnée, a dit oui, oui pour demain. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Au revoir.